Donc nous continuons notre description de ce moment de l'égalité-redistribution. Dans les séances précédentes, j'ai analysé les facteurs historiques ainsi que les facteurs politiques qui avaient rendu possible le développement de ces institutions et de ces pratiques redistributrices. Mais il y a également des facteurs que l'on pourrait qualifier d'intellectuels, des facteurs culturels qui l'ont rendu pensable. Après avoir donc examiné les conditions de possibilité, je vais examiner maintenant les conditions qui l'ont rendu pensable. C'est en effet aussi une nouvelle appréhension de la nature des sociétés qui a conduit à la fin du XIXe siècle à réévaluer les idées d'égalité et de solidarité. Changement dont la sociologie naissante s'est faite le vecteur et l'interprète. On peut dire de ce point de vue-là que le livre qui marque la grande rupture intellectuelle est le livre d'Alfred Espinas, publié en 1877, Des sociétés animales. Dans cet ouvrage, Espinas, le premier, amenait à comprendre les sociétés humaines comme des organismes vivants, des réalités collectives complexes et non plus des juxtapositions d'individus souverains. Il n'était pas le premier à penser la société sous la forme d'un corps, bien sûr, puisque au XVIIIe siècle et bien avant, les visions générales de la société étaient la société comme des ensembles organiques. Mais il est le premier à reformuler cette vision-là au sein de la modernité. Et Durkheim dira de ce livre qu'il a constitué le premier chapitre de la sociologie. Quelques expressions d'Espinas permettent de résumer le sens de son travail. L'idée de société, disait-il dans l'introduction à son ouvrage, est celle d'un secours permanent que se prêtent pour une même action des êtres vivants séparés. Et il concluait, ce qui résume bien son propos, l'individu est l'œuvre plus que l'auteur de la société. L'individu est l'œuvre plus que l'auteur de la société, voilà le basculement, je dirais, d'une vision individualiste à une vision organique de la société. Et dès son premier cours, qu'il donnera en 1888, Durkheim dira « Il faut que notre société prenne conscience de son unité organique. Il faut qu'elle prenne conscience que l'individu sente cette masse sociale qui l'enveloppe et la pénètre, que l'individu sente toujours présente et agissante cette masse sociale et que ce sentiment règle toujours sa conduite. » Et ces mots de Durkheim étaient ceux de son époque. Si l'on tourne le regard vers l'Allemagne, Scheffel disait à peu près la même chose. En Angleterre, Hobson ou Hobhouse également. En France, Alfred Fouillé développera une approche similaire. Ceux qu'on peut appeler les pères fondateurs de la sociologie en Europe ont ainsi pensé de concert la société sous les espèces d'un tout organique. Bien sûr, dès que l'on se plonge précisément dans cette littérature proliférante à partir des années 1880, je veux dire entre 1880 et 1900, les différences de sensibilité ou les divergences théoriques entre ces différents auteurs peuvent apparaître massives. Notamment, la grande discussion était celle de la façon dont il fallait entendre l'idée que la société est un tout organique. Est-ce qu'il fallait l'entendre sur un mode métaphorique ou est-ce qu'il fallait l'entendre dans un sens beaucoup plus réaliste? Et de ce point de vue-là, si l'on oppose par exemple la vision d'un organisme contractuel de Fouillé avec la vision des corps sociaux telle que la défendra Scheffel en Allemagne, il y a évidemment une très grande différence entre une interprétation métaphorique et une interprétation réaliste du fait que la société soit comprise comme un corps. Mais dans tous les cas, il s'est opéré une claire rupture avec les visions libérales individualistes antérieures. Et c'est ainsi sur le mode d'une culture politique et d'une philosophie sociale diffuse, pourrait-on dire, que la nouvelle approche
a produit ses effets les plus directs, même si elle s'est évidemment aussi inscrite dans le mouvement scientifique de la constitution de la sociologie. Mais pour nous, ce qui compte, c'est de voir par exemple que les livres comme ceux de Fouillé ou les livres comme ceux de Duguy après en droit ont produit beaucoup plus d'effets sur la société que des livres savants de Durkheim, car la circulation des ouvrages de Fouillé était absolument considérable. Fouillé est élu par les pères fondateurs de la République, Fouillé est élu par les hauts fonctionnaires, Fouillé est élu dans la société civile et pas simplement dans l'université. On peut dire que les socialistes de la chaire en Allemagne, ce qu'on appelle les Kathedersozialisten, les Fabiens et les nouveaux libéraux en Grande-Bretagne, les républicains solidaristes en France, tous ces différents courants, indissociablement intellectuels et politiques, ont en fait convergé à la fin du XIXe siècle pour reformuler en des termes très voisins la question de la constitution du social. Avec eux, la vision d'un monde composé d'individus souverains et autosuffisants a cédé la place à une approche fondée sur l'idée d'une interdépendance première. L'homme seul n'existe pas, résumait Léon Bourgeois, l'auteur de Solidarité. Et dans Liberalism, l'ouvrage qui remplira une fonction équivalente outre-Manche, Hobhouse considérait que chaque individu est constitué, je le cite, par l'atmosphère sociale qui l'entoure. Et je l'ai cité dans mon introduction, la révolution pastorienne apportera en quelque sorte sa caution scientifique à cette appréhension d'une société désindividualisée. Avec Pasteur, en effet, comme avant lui Espinasse, on peut dire qu'à la fin du XIXe siècle, la science redevient l'amie de l'égalité et du progrès. Elle l'avait été au XVIIIe siècle, elle avait cessé de l'être pendant toute une période au XIXe siècle, quand j'avais parlé de ces sciences de l'inégalité, qui étaient par exemple la phrénologie ou la mesure de l'intelligence. Là, elle redevient une alliée substantielle des réformateurs sociaux. Et les notions de droit et de devoir, de mérite et de responsabilité, d'autonomie et de solidarité vont se retrouver complètement redéfinies dans ce nouveau cadre. Devenu pensable, le projet d'une égalité-redistribution allait entrer dans le champ du possible. On peut ainsi séparer l'introduction de l'impôt progressif sur le revenu, dont nous avons parlé, ou les modifications de la fiscalité sur l'héritage, de la diffusion de dettes sociales, telle qu'un Léon Bourgeois la formulait dans Solidarité. Pour lui, en effet, tout homme naissait débiteur de la société, et chaque individu devait quelque chose au travail accumulé de l'humanité tout entière. D'où l'idée fondamentale qu'il développe avec d'autres d'une justice réparative. Cette justice réparative, elle nous invite peut-être, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des idées, à essayer de faire le lien entre ces auteurs de la fin du XIXe siècle et un socialisme qui était tout à fait oublié à la fin du XIXe siècle, que l'on se met à republier actuellement, qui était Pierre Leroux. En effet, Pierre Leroux était un des premiers à théoriser l'indivisibilité du travail moderne, que le travail moderne était le fait d'un travailleur collectif. C'est une grande idée qui est développée dans son ouvrage « Le carrosse » de M. Aguado. C'est aussi un auteur qui a développé le thème de la dette que l'on a vis-à-vis des générations antérieures, ainsi que les premières thèses de la solidarité, c'est dans son livre « De l'humanité » qui est publié en 1840. Dans son ouvrage « De l'égalité », publié en 1848, il a essayé de développer une philosophie de la fraternité. Et il a également développé toute une théorie qu'on a appelée du circulus pour montrer le lien qui unissait les hommes à la nature dans une reproduction et un cycle permanent. Donc, qu'il s'agisse, je dirais, de ces auteurs de la fin du XIXe siècle ou qu'il s'agisse de faire une histoire plus savante des idées, mais cette histoire savante nous montre d'ailleurs que ce qui compte, ce n'est pas le fait de savoir qui, le premier, a formulé une idée, mais qui a fait que cette idée est devenue une force matérielle. Il est bien évident que lorsque l'on voit la considération qu'avait Pierre Leroux en 1848, même s'il était considéré comme un génie, un nouveau Newton, même disaient certains, c'était le cas de George Sand, qu'il admirait énormément, il faisait la risée des journalistes et des parlementaires en 1848, alors que tout le monde lisait les livres de Fouillé, lisait ceux de Hobhouse et écoutait très sérieusement tout ce que des personnalités politiques comme Léon Bourgeois pouvaient dire.
On peut dire que si l'impôt progressif a correspondu à l'exigence de payer une dette sociale, il y avait également une raison structurelle au principe de redistribution. Le principe de redistribution permettait de corriger la répartition du revenu qui était opérée par le marché et qui était dérivé donc des principes de liberté personnelle et de propriété privée, et par la prise en compte de la dimension socialisée de la production moderne. Celle-ci, cette production moderne, estime-t-on à partir de cette période, elle est essentiellement la résultante d'un système d'interdépendance. Hobhouse se moquait ainsi de la prétention du self-made man à être le seul artisan de sa réussite. S'il creusait jusqu'aux fondations de sa fortune, disait-il, il reconnaîtrait que c'est la société qui défend et garantit ses possessions et qu'elle est le partenaire nécessaire à leur création. Léon Bourgeois disait de son côté, l'homme est le dépositaire d'un héritage dont il doit incessamment rendre compte à la société tout entière. Il commet une faillite, un vol, s'il garde pour lui ce qu'il n'a pu acquérir que par le travail et l'effort des générations antérieures. Et c'est cette notion de dette qui, chez un auteur comme Léon Bourgeois, permet de concilier une vision libérale, disons, avec une sensibilité socialiste. Même les grands théoriciens américains de la réforme fiscale, comme Richard Ely et Edwin Seligman, justifiaient de cette façon leur plaidoyer en faveur de l'introduction d'un impôt progressif sur le revenu. Le premier disait « Il n'existe rien qui ressemble à une production strictement individuelle de richesse dans le monde moderne. » Et cette idée que la production moderne est sociale en son essence était aussi au cœur de l'argumentation du second. Et c'est sur la base d'une telle appréhension de l'organisation de l'économie que ces deux auteurs avaient amené à rejeter la conception alors dominante, j'en ai parlé la dernière fois, de l'impôt-échange pour adopter celle de l'impôt redistributeur. Et l'impôt progressif a partout dérivé de la diffusion de cette nouvelle appréhension de l'économie et de la société en même temps. À envisager de cette façon, cet impôt était conçu comme un instrument nécessaire de socialisation qui corrigeait le biais de privatisation et d'individualisation des mécanismes de marché. On peut dire que la justice sociale ne s'appuyait pas, dans ce cas, sur un impératif moral de charité, elle était appelée par la structure même du social. La notion de solidarité dans l'ordre socio-économique et celle de citoyenneté dans l'ordre politique tendaient à se superposer dans cette mesure. La société était doublement comprise comme un corps, d'où le développement simultané des notions de droit à l'existence ou de minimum d'existence garantie qui se font jour à cette période. Et c'est une véritable redéfinition de l'idée républicaine qui s'est opérée sur ce mode. La République, résumait Bourgeois, n'est pas seulement le nom d'une institution politique, mais c'est l'instrument du progrès moral et social, le moyen continu de diminuer l'inégalité des conditions et d'accroître la solidarité entre les hommes. À travers les différents mécanismes de l'impôt et de l'État-providence, une plus grande égalité va ainsi être directement indexée sur la figure de ce qu'on peut appeler l'individu social. Et c'est du même coup également un autre regard sur l'État qui va être porté. La vision antérieure d'un État bureaucratique tendanciellement parasite cède la place à une conception positive. Et l'extension du rôle de l'État sera revendiquée comme une condition de réalisation des libertés et de la solidarité. C'est la fameuse loi qui sera définie par Adolf Wagner en Allemagne, un de ses Kathedersozialisten, qui dira que le développement de l'État obéit à une loi positive de civilisation, la modernité s'identifiant au développement d'un processus de civilisation. Et les dépenses publiques, de fait, et donc l'impôt, deviendront de la sorte, à partir de cette période, indexées sur les progrès de la démocratie. Je signale sur ce point d'ailleurs les ouvrages récents d'un Suédois, Sven Steinmo, Taxation and Democracy,
qui a fait une étude extensive de ce lien entre le développement des institutions fiscales et le développement de la démocratie. C'est aussi un thème qui, en histoire économique plus quantitative, a été amplement documenté par Peter Lindert dans son livre Growing Public. Un Seligman aux États-Unis ira jusqu'à dire que le fondement du paiement de l'impôt, c'est le fait que l'État, je le cite, soit devenu une partie intégrante de chaque individu. L'État est devenu une partie intégrante de chaque individu. Et les nouvelles représentations du social, on le voit, ont donc joué un rôle moteur pour changer la perception de l'égalité et permettre la mise en place d'institutions inédites de réduction des inégalités. Le projet d'une société de redistribution a encore conduit à appréhender dans des termes neufs la question de la nation. Au lieu d'envisager celle-ci sous la forme d'une identité passive, comme ces formes d'identité passive que nous avons décrites dans des séances précédentes, il conduit à la considérer activement sous les espèces d'une construction démocratique à réaliser. Parlant de la patrie, Léon Bourgeois soulignait dans cet esprit: elle ne doit pas consister seulement dans la résolution de défendre les citoyens contre les dangers du dehors. Il y a vis-à-vis de celle-ci un devoir plus complet à accomplir, un devoir au-dedans, un devoir de justice, de paix et de fraternité. Parce qu'au-dedans, la paix et la fraternité sont toujours en danger. Ce sont, en ce sens, à des règles de justice et à des institutions de redistribution que l'on demandera aussi de produire la nation. Mais il y a également une autre façon d'envisager la socialisation, pas simplement la socialisation sur un mode sociologique, comprendre l'individu comme inséparable, je dirais, de la façon dont il est modelé par la société, mais une autre forme de socialisation qui va jouer un rôle essentiel, c'est la socialisation de la responsabilité. Le monde libéral moderne avait été fondé à partir des années 1830 sur l'idée de la centralité d'une responsabilité individuelle. Et les articles 1382 et 1384 du Code civil avaient indiqué l'extension que l'on entendait donner à cette idée de responsabilité individuelle. Il va y avoir, à partir des années 1880, un autre regard porté sur la responsabilité. À une vision individualisée de la responsabilité va céder la place une vision socialisée de la responsabilité. Déjà en 1848, dans le journal qui s'appelait La Solidarité, et que je ne pense pas que Bourgeois ne connaissait pas, il y a cette formule intéressante qui dit « Être solidaire, c'est être responsable les uns pour les autres ». Et cette formule, elle prend vraiment tout son sens à la fin du XIXe siècle. Car le fait que la société soit comprise comme un système d'interaction et d'interdépendance va conduire à abandonner les conceptions antérieures de la responsabilité individuelle. Une considération des situations objectives s'est substituée à l'ancienne notion de responsabilité subjective qui était, elle, liée au comportement des individus. Et c'est l'idée de risque qui va imposer en conséquence sa centralité pour appréhender les problèmes du social. Cette notion de risque sera au cœur de la construction des États-providence et trouvera son premier terrain d'application avec le traitement des accidents du travail. En France, après 20 ans d'âpres débats, une loi de 1898 sur les accidents du travail rompra avec le régime de la responsabilité individuelle en garantissant aux ouvriers une indemnité en cas d'accident, quelles qu'en soient les causes et les circonstances, que la faute directe du patron soit prouvée ou non. Et le système était financé par la cotisation des entreprises et l'assurance collective obligatoire. C'était la reconnaissance officielle et solennelle du fait que la société industrielle moderne appelait des modes de régulation inédits du fait de la complexité des mécanismes qui la régissaient. Selon une statistique de l'époque, en effet, sur des accidents du travail,
la faute du patron ne pouvait être formellement prouvée que dans 12% des cas, et la faute individuelle formelle de l'ouvrier dans 20% des cas. 68% des cas d'accident relevaient ainsi d'un cas caractérisé comme étant fortuit ou de force majeure. Cela veut dire qu'en conséquence, 68 plus 20, que 88% des accidents étaient juridiquement à la charge des ouvriers, sans pour autant que leur responsabilité soit engagée dans cette proportion, puisqu'elle n'était que de 12%. En accordant une compensation financière indépendamment de la mise à jour d'une responsabilité directe des acteurs concernés, le système revenait donc à socialiser cette notion de responsabilité, en considérant que l'accident du travail était la contrepartie d'un risque industriel. De cette façon, l'assurance permettait de traiter un problème social sans avoir à statuer sur le fonctionnement complexe d'un ensemble de procédures et de mécanismes qui étaient imbriqués ensemble. Je cite un des grands commentateurs de cette loi, qui est le juriste René Saleil. « La vie moderne, écrivait Saleil dans son commentaire de cette loi, plus que jamais est une question de risque. La question n'est pas d'infliger une peine, mais de savoir qui doit supporter le dommage, de celui qui l'a causé ou de celui qui l'a subi. Le point de vue pénal est hors de cause, le point de vue social est seul en jeu. Ce n'est plus à proprement parler une question de responsabilité, mais une question de risque. » La Grande-Bretagne avait précédé de peu la France dans la même voie, puisqu'elle avait adopté, en 1898, une loi tout à fait proche pour gérer ces problèmes. Le texte de loi avait d'ailleurs dit significativement qu'il était édicté pour s'occuper des soldats blessés de l'industrie. C'est donc dire que l'on faisait la référence à la vie industrielle, à un champ de bataille sur lequel ce qui régnait en maître, c'était le destin, auquel tous étaient indistinctement soumis. Et des systèmes de même nature seront adoptés en l'espace de quelques années sur l'ensemble du territoire européen, marquant une inflexion historique dans l'histoire du capitalisme. En étant déclinée, cette catégorie du risque a permis de traiter tout un ensemble de situations. La maladie, l'invalidité, le chômage, la vieillesse, comme autant de faits sociaux objectifs que l'on pouvait appréhender comme des faits statistiquement mesurables, donc assurables, en les détachant de toute appréciation des conduites individuelles. L'État-providence s'est de la sorte construit sous les espèces d'une société assurantielle. Et une voie nouvelle était ouverte de cette façon pour définir des politiques sociales sans plus avoir besoin de recourir à une problématique de nature juridique et morale pour les fonder, ce qui avait été la grande question du XIXe siècle. La grande question du XIXe siècle avait été justement celle de la distinction à l'intérieur des politiques sociales des conduites et des comportements. Problème exemplifié par la fameuse distinction entre les pauvres méritants et les pauvres non méritants. Avec l'État-providence redistributeur, avec cette figure de l'égalité-redistribution, c'est l'idée de la dette sociale qui permettait de justifier des formes de redistribution à travers la progressivité du prélèvement fiscal. Mais s'est ajoutée à cette vision de la dette sociale la mise en place d'un système assurantiel qui était égalisateur d'une autre façon. Il était égalisateur non pas à partir d'une idée morale de la solidarité, mais à partir d'une égalisation des conditions opérée par la réduction du poids des aléas dans la détermination des situations de chacun. Ce que fait en effet l'assurance, c'est qu'elle réduit le poids de la malchance, elle réduit le poids de l'ADA, et donc elle est structurellement, sur ce mode, une façon de réduire les inégalités de conditions. Mais ça n'est pas simplement cette société assurantielle, ça n'est pas simplement cette vision organique. Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il va en découler aussi un autre regard sur la pauvreté et les inégalités. Le développement de l'État-providence et des institutions de redistribution
a ainsi été indexé sur le fait que le caractère proprement social des inégalités est progressivement apparu comme déterminant. C'est le mode d'organisation de la société et non pas les différences individuelles objectivement constituées et justifiables qui a de plus en plus été considéré comme la cause structurelle des inégalités. On peut dire que la critique socialiste du monde a de cette façon eu tendance à s'universaliser dans la première moitié du XXe siècle, portée par une nouvelle représentation du social. Et ce tournant était particulièrement sensible en Angleterre, là où les différences de classe étaient au début du siècle le plus marquées sur le continent européen. L'évidence du caractère massivement hérité de la richesse dans ce pays, il ne faut pas oublier que la propriété foncière avait une forme de concentration qu'il n'y avait nulle part ailleurs, puisqu'en 1880, il y avait 11 000 propriétaires qui se partageaient 66% des terres du pays. Et que 250 de ces 11 000 propriétaires avaient des propriétés de plus de 15 000 hectares, alors qu'à la même et que 1 000 propriétaires disposaient de plus de 5 000 hectares, alors qu'en France, il n'y avait qu'à l'époque que 1 000 propriétaires qui possédaient plus de 500 hectares, qui est à peu près toujours le cas. Donc vous voyez l'écart énorme de répartition de la structure de la richesse foncière entre les deux pays. Et c'est pour cela qu'en Angleterre, ce caractère de la propriété foncière a été déterminant pour penser la réduction des inégalités. Et Tawney, l'auteur du livre Égalité, considérait en conséquence que c'était tout simplement la marque d'une société civilisée que d'éliminer ce type d'inégalité structurelle liée à l'idée d'une rente. Et si un Tawney reconnaissait que les différences individuelles étaient source d'énergie positive pour la société, celle-ci, estimait-il, n'avait pas de raison de se lier à de fortes inégalités sociales, et que ces différences positives joueraient d'autant mieux leur rôle dynamisant qu'elles seraient réduites. Et le regard porté sur la pauvreté a simultanément été modifié. Là aussi, les Britanniques ont donné le ton en Europe. Après Tawney, les néo-fabiens de l'après-guerre, comme Crosland, Roy Jenkins ou Crossman, ont théorisé la nécessité d'une marche vers l'égalité et vu dans la pauvreté le résultat d'un simple dysfonctionnement social. Et c'est celui qui sera en quelque sorte le grand successeur intellectuel de Beveridge, Richard Titmuss, un professeur de la London School of Economics, qui exprimera très bien dans les années 1950 cette sensibilité sur la question. Il s'était fait le champion du droit des pauvres à bénéficier sans condition des allocations sociales, la situation de pauvreté étant à ses yeux la seule résultante d'un système économique coupable. À la question « Pourquoi sont-ils pauvres ?», voilà ce qu'il disait dans son ouvrage « The Meaning of Poverty ». Ils sont pauvres parce que nous ne nous soucions pas d'eux, parce que nous sommes une société très inégalitaire. Ils sont pauvres parce que nous n'acceptons pas de payer plus d'impôts. Ils sont pauvres parce que nous n'acceptons pas de freiner notre appétit pour consommer toujours plus. Ils sont pauvres parce que nous ne désirons pas vraiment une société égalitaire. Avec ces phrases, il était difficile d'être plus aux antipodes d'un libéralisme qui n'avait cessé de marteler dans les décennies précédentes que la pauvreté était le fruit d'un échec ou d'une faute. Avec Titmuss, il n'y avait plus aucun lien entre la condition de pauvreté et un comportement de l'individu. De cette façon, on peut dire qu'il y a eu un double mouvement de production, de réduction des inégalités. Il pouvait s'opérer sous des formes de redistribution horizontale ou de redistribution verticale. L'impôt, c'est une forme de redistribution verticale, alors que, bien sûr, l'assurance, c'est une forme de redistribution horizontale, puisque c'est simplement l'aléa qui est corrigé, et non pas un élément de revenu. Mais sous ces deux modes de redistribution horizontale et verticale, il y a eu indéniablement un changement considérable dans l'ensemble des sociétés européennes et occidentales.
On peut dire que le mouvement de réduction des inégalités, qui s'est opéré jusque dans les années 1970, avec le développement de ces différentes formes de redistribution, s'est ancré dans une vision de l'économie et de la société qui était très largement partagée. Il est donc tout à fait compréhensible que les théories d'une certaine convergence entre capitalisme et socialisme aient été formulées dans ce contexte. Je vous rappelle que c'est dans les années 1950 que dans ces 18 leçons sur la société industrielle, enfin c'était publié au début des années 60, mais ce sont des cours à la Sorbonne des années 50, que Raymond Aron, un des premiers, a formulé cette vision de la convergence entre les systèmes. Convergence, c'est important, qui s'opérait pour lui sur le mode d'une conversion du capitalisme à la planification et non pas du socialisme à l'économie de marché. Et un Peter Drucker disait exactement la même chose. Tony ira même jusqu'à employer l'expression de communisme élémentaire pour qualifier cet état d'esprit et ses réalisations. Tony, qui était un libéral, disons. Et cette expression de communisme élémentaire, elle peut nous sembler évidemment aujourd'hui incongrue ou excessive, mais elle n'aurait certainement pu être utilisée au milieu du XIXe siècle par un tiers ou par un Disraeli, aussi bien que par Marx, si le monde de 1945 ou de 1950 leur avait été décrit. Après avoir donc analysé les conditions de possibilité et après avoir analysé les conditions intellectuelles qui l'ont rendu pensable, que ce soit à partir des technologies de socialisation de la responsabilité ou à partir des visions renouvelées du social, il nous faut comprendre maintenant comment ce monde de l'égalité redistributive est rentré en crise. On peut dire que le simple énoncé des facteurs historiques et politiques que j'ai mentionnés dans les séances précédentes, facteurs qui avaient rendu possible la sortie de la première grande crise de l'égalité et la mise en place d'institutions redistributrices, suffit d'un certain point de vue à comprendre l'ouverture d'un deuxième cycle de crise. Avec l'effondrement du communisme et l'évanouissement du projet révolutionnaire, il n'y a en effet plus eu de pression pour susciter un réformisme de la peur. Et j'avais insisté sur la place qu'avait eu ce réformisme de la peur à la fin du XIXe siècle. De la même façon, la mémoire des grandes épreuves, qu'on appelle l'esprit de Dunkerque ou l'esprit de 1945, qui avait donné chair sensible à un sentiment renforcé de solidarité, cette mémoire, elle s'est quant à elle également estompée. Il ne faut pas oublier que nous sommes presque aussi loin maintenant de la Deuxième Guerre mondiale que l'étaient les pères fondateurs de la République de la période révolutionnaire. Et c'est la raison pour laquelle on a assisté, depuis les années 1990, au retour de ces pathologies compensatrices de l'identité que j'avais été amené à décrire dans les séances précédentes. Et à un siècle de distance, les figures du national-protectionnisme et de la xénophobie ont ressurgi sous des formes inquiétantes. Et l'idée de nation a aussi ressurgi avec force, mais n'a pas cherché cette idée de nation qui a ressurgi dans les années 80, au début des années 90, elle n'a pas cherché à donner corps au peuple introuvable de la démocratie, elle a au contraire été mobilisée pour exorciser les difficultés de la construction pratique d'une société de semblable à l'âge de la globalisation. Et elle a servi à penser le commun de façon simplifiée, le commun comme unité négative, le commun comme homogénéité présupposée évidente. Analyser les transformations de ces facteurs historiques et politiques impliquerait aussi, ce que je ne peux pas faire maintenant, de consacrer un développement à la question européenne. On peut dire en effet que l'enthousiasme pour la construction européenne a commencé à se manifester à la fin des années 1970
alors qu'apparaissaient les premiers prodromes de la crise de l'État-providence, et que pendant au moins une décennie, elle a servi de dérivatif et de substitut en même temps à une pensée renouvelée de la question sociale. Et c'est sur l'Europe que s'étaient reportées les attentes de protection et de justice qui peinaient à être reformulées dans chacun des pays membres. Et que le désenchantement de cette espérance européenne, dont les étapes et les formes sont bien connues, a ainsi marqué le point de rebroussement de cette histoire. Analyser cette entrée dans une deuxième crise de l'égalité ne peut pas se limiter cependant à analyser ces facteurs historiques et politiques, même s'ils jouent un rôle essentiel. Il y a également d'autres considérations qu'il faut prendre en compte. On peut dire qu'il y a au premier chef des raisons mécaniques qui concernent ce que j'appellerais l'évidement des institutions de solidarité. Le basculement des années 1990, basculement que l'on peut très simplement interpréter en termes de rapports différents à l'impôt, à la solidarité, à la redistribution. Ce basculement des années 1990, il a aussi correspondu à des formes d'érosion interne des institutions de solidarité. L'installation dans un chômage de masse et les formes nouvelles d'insécurité sociale ont d'abord conduit progressivement à une dissociation des mécanismes traditionnels d'assurance sociale et de ce qui est progressivement devenu un véritable état d'assistance, gérant les situations d'exclusion les plus criantes. Et le caractère universaliste du système de sécurité sociale a du même coup été sérieusement entamé, conduisant à affaiblir sa légitimité au sein des classes moyennes tout particulièrement. C'est le paradigme assurantiel qui était le substrat indissociablement technique et philosophique de l'État-providence qui a aussi de son côté été affaibli. Car la catégorie de risques qui en constituait l'épine dorsale n'a en effet plus la centralité organisatrice et unificatrice qu'elle avait auparavant. Les distinctions simples entre malades et bien portants, travailleurs et chômeurs, actifs et retraités, présupposaient en effet que tous les individus couraient des risques de même nature. Le principe implicite de justice et de solidarité qui sous-tendait cette société assurantielle reposait sur l'idée que les risques étaient à la fois également répartis et de nature largement aléatoire. Il est clair que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les phénomènes d'exclusion et de chômage, de longue durée par exemple, ont en effet reconstitué la pauvreté en une véritable condition. La pauvreté est redevenue une condition et n'est plus simplement une situation. Condition fortement déterminée socialement, car elle affecte de façon stable et durable certaines populations. Ils ne sont donc plus simplement les personnes dans cette situation dans des situations qui sont purement individuelles, aléatoirement réparties. Ils forment, je dirais, une condition sociale. C'est une transformation absolument essentielle. Mais on peut dire que d'un autre côté, le développement des connaissances qui sont diffusées dans le public sur l'état de la société et les conduites individuelles ont par ailleurs provoqué une déchirure de ce que Rawls appelle le voile d'ignorance. Or, l'État-providence fonctionnait sous voile d'ignorance. Si le principe assurantiel sur lequel il s'appuyait présupposait que les individus étaient égaux devant les différents risques sociaux susceptibles d'affecter leur existence, cela signifiait une chose fondamentale. Cela signifiait que l'opacité du social était une condition implicite du sentiment d'égalité. L'opacité du social est une condition implicite du sentiment d'équité, au sens où il n'y avait a priori
aucun moyen de déterminer la probabilité d'une situation donnée, d'accident ou de maladie par exemple. Et tous les membres de la société pouvaient ainsi se considérer comme solidaires dans la mesure où ils concevaient la nation comme une classe de risque relativement homogène. Or, cela a été de moins en moins le cas. Chacun a par exemple pris conscience de son espérance de vie, et les liens entre les comportements individuels et les situations objectives ont été de plus en plus précisément appréhendés, en matière de santé, mais aussi de recherche d'emploi, par exemple. Si l'on prend les récents débats sur les retraites, on voit bien que l'information qui concerne l'espérance de vie qu'ont les différents groupes a joué un rôle fondamental dans la perception des normes de la justice. Et cette connaissance accrue des différences entre individus et entre groupes a ainsi mis à l'épreuve les fondements du contrat social. Si les hommes, en effet, sont naturellement solidaires face à un destin qu'ils ignorent, ils le sont beaucoup moins volontiers s'ils perçoivent des situations comme étant liées à des comportements ou à des choix individuels. Dans un univers opaque, la justice, elle a essentiellement une dimension procédurale. Elle se confond avec la recherche d'une règle universelle. Et notre connaissance accrue des inégalités et des différences fait que cette définition de la justice devient problématique. Chez Rawls, le principe de différence, les inégalités ne sont acceptables que si elles sont profitables aux plus défavorisés, est très exigeant, en ce sens qu'il peut entraîner une très importante redistribution, mais il n'est formulé que sous voile d'ignorance. C'est parce que les individus doivent prévoir qu'ils seront peut-être eux-mêmes les plus défavorisés qu'est adopté ce principe de différence. Mais l'adoption logique de ce principe est remise en cause pratiquement si la connaissance des différences de situation initiale ou des probabilités de situation future est acquise. À l'égalité procédurale, indifférente aux variations des situations de chacun, pourra alors être préférée une équité de résultats qui les intègre. Cette dynamique du savoir des différences ne se limite donc pas à dissocier toujours plus strictement assurance et solidarité. Elle mine d'abord les fondements du principe assurantiel social en réduisant la taille des classes de risque. Si l'exercice de la justice est lié à la délimitation de classes de risque homogènes, on appelle classe de risque homogène une classe de risque à l'intérieur de laquelle les risques sont les mêmes pour tous. Celles-ci rétrécissent en même temps que la connaissance progresse. Le mécanisme assurantiel, il peut certes toujours s'appliquer à des groupes plus restreints, mais on sort alors du champ de l'assurance sociale. Le propre de l'assurance sociale est en effet de définir la nation comme classe de risque. Dès que l'on sort de cette définition, dès que l'on prend en compte des classes de risque plus limitées, on sort du champ de l'assurance sociale. Alors que l'assurance sous voile d'ignorance, elle a une fonction d'agrégation et de socialisation, c'est au contraire un mouvement de désolidarisation qui se met en marche quand les informations disponibles sur les individus se multiplient. L'information est là l'aliment direct de la différenciation. À la limite, il n'y aurait d'ailleurs plus rien du tout à assurer si les individus étaient radicalement particuliers. S'il y avait une particularisation radicale de la société, on ne pourrait constituer aucune population assurable, parce qu'il n'y aurait pas de classe de risque qui pourrait être définie. Les rapports entre la notion de justice et celle de solidarité se sont du même coup trouvés radicalement modifiés par cet état de fait. Pour dire les choses autrement, la déchirure du voile d'ignorance a conduit à retrouver l'opposition traditionnelle entre justice distributive et justice commutative. Opposition que l'État-providence classique avait en partie dépassée, puisque le système assurantiel social mêle règles d'équité et mécanismes de redistribution.
On peut en effet très schématiquement définir la solidarité comme une forme de compensation des différences. Elle se caractérise donc par une action positive de partage. La justice renvoie quant à elle à la norme reconnue comme légitime de ce partage. Dans l'assurance sous voile d'ignorance, il y avait superposition de la justice et de la solidarité. Le partage des risques était en même temps une norme d'équité et une procédure de solidarité. Équité et redistribution se confondaient donc alors. Il n'en a plus été de même. Lorsque le voile d'ignorance a été déchiré, la notion de justice a alors retrouvé son caractère problématique. Le juste n'a plus été définissable a priori, dès lors que les différences n'ont plus été simplement dérivées de l'aléa. Nous sommes entrés, pour cette raison, dans un âge post-rawlsien de la réflexion sur le social à partir des années 1990. Il y a d'ailleurs un paradoxe très important à expliquer, surtout en Europe et plus encore dans la société française, c'est que tous les textes fondateurs de la théorie de la justice, le livre a été publié au début des années 60, mais tous les essais qui ont constitué la matière de la théorie de la justice sont des textes des années 1950. Il ne faut pas oublier que Rawls a été le grand théoricien, pourrait-on dire, de l'âge classique de l'État-providence, alors qu'il a commencé à être lu paradoxalement en France au moment justement où l'État-providence commençait à rentrer en crise. Et que cette clé, je dirais, de la compréhension de Rawls, qui est le concept de voile d'ignorance sur lequel tout est construit, le voile d'ignorance est un concept qui est totalement et parfaitement adapté à la vision de la société et de l'économie des années 1950. Mais plus aujourd'hui. Et en fait, Rawls a théorisé le type d'État-providence qui s'est effrité à partir du moment où il a commencé à être lu en Europe, je dirais plus spécialement en France, puisque c'est dans les années 90 simplement qu'il a véritablement été lu. Au-delà du champ des assurances sociales, les institutions et les politiques de la solidarité mises en place en 1945 ont en outre été également fragilisées pour ne pas s'être appuyées sur une pensée suffisamment structurée de l'égalité. L'évidence du caractère insupportable de certaines situations et le choc des événements ont suffi, sur fond de vision diffuse d'une société faisant corps, à forger les bases d'un consensus réformateur. Mais nulle théorie de la justice n'a ensuite été élaborée pour légitimer les changements apportés au système, notamment en matière de financement. L'État-providence a eu en son origine son Beveridge, mais il n'a eu que sur le tard son Rawls. Et sa mise en place et son développement ont été gérés de façon totalement pragmatique, en fait. En matière de justice salariale, par exemple, les grilles de classification qui ont été négociées dans la plupart des pays européens, où après la guerre, ce sont les accords de branche qui ont régi l'organisation de la hiérarchie des rémunérations. Mais l'ordre juste qu'elles étaient censées refléter n'a généralement fait que reproduire passivement une différenciation des niveaux de formation de façon très pragmatique. Et de la même façon, la variation des taux d'imposition du revenu a plus été déterminée par des impératifs budgétaires immédiats et par des considérations de faisabilité politique que par la claire formulation d'un niveau maximal des différences admissibles. L'exemple des cotisations sociales d'assurance maladie en France est sur ce point particulièrement emblématique. À la création du système en 1945, la cotisation, proportionnelle à la rémunération, n'était prélevée que jusqu'à un certain plafond qui équivalait environ à peu près à 2 fois le salaire minimum. Le principe de redistribution horizontale de l'assurance des biens portant vers les malades était ainsi déterminant. Cette redistribution horizontale ne se liait à une forme de redistribution verticale que de façon limitée, puisqu'il y avait un plafond à 2 fois le salaire minimum. Limitation qui partait du présupposé que la consommation médicale n'était pas ou très peu fonction du salaire,
mais les besoins de financement de la sécurité sociale. Ils ont ensuite progressivement conduit à un déplafonnement qui est devenu total en 1984 et qui s'est produit entre 1967 par petites touches et 1984. Par ces petits ajustements successifs qui à chaque fois ont été votés dans l'urgence budgétaire, l'assurance maladie a ainsi changé de nature. Et sans que l'on s'en rende vraiment compte, tant les points de déplafonnement ont chaque fois été conçus comme relevant, c'est une expression qui était souvent employée à ce moment-là, comme des contributions conjoncturelles à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, n'ont pas été donc inscrits dans une vision générale. Et si le livre blanc sur la protection sociale de 1983 notait que le déplafonnement pourrait constituer à la fois un moyen de dégager des ressources nouvelles, ce qu'il était pour l'essentiel, et un premier pas en vue d'une répartition plus équitable de l'effort social, les règles de cette répartition plus équitable n'ont jamais été à la hauteur des conditions dans lesquelles le dégagement des ressources était considéré. Et tout un ensemble d'autres mesures techniques concernant l'assurance chômage, les accidents du travail, les allocations familiales ou encore l'adoption de la CSG ont ensuite conduit, dans les années 80 et 90, à accentuer cet effet de redistribution verticale. Et les rapports entre assurance et solidarité, tels que les avaient conçus les pères fondateurs du régime de 1945, ont ainsi été, par petites touches successives, complètement redéfinis, sans que les choses aient jamais été formulées et explicitées. C'est seulement au tournant des années 1970, dans l'immédiat après 1968, que les principes de justice qui sous-tendaient ces systèmes ont été directement questionnés. Cela, par exemple, était le cas avec les conflits du travail du début des années 70 qui avançaient des formes de revendication dites égales pour tous, en France et en Italie notamment. C'était une façon directe d'interroger le fondement de la hiérarchie interne au monde salarié, et même plus étroitement ouvrier, et pas seulement la question des inégalités extrêmes. C'était aussi poser la question des fondements légitimes des différences de rémunération, que cela concerne les rapports entre le travail manuel et le travail intellectuel, ou le statut relatif des différentes professions. Il suffit de se plonger dans les rapports syndicaux et dans les journaux syndicaux de la période pour voir toute l'importance qu'avaient ces considérations. Mais ce moment est resté exceptionnel. Cette interrogation directe sur les fondements de la justice salariale a été d'une certaine façon refermée au moment où la montée des chômages, qui quelques années après, 1973, a suivi le premier choc pétrolier, a marqué la fin des Trente Glorieuses et a imposé d'autres priorités. Et c'est de cette façon que s'est constitué un véritable impensé des règles de justice et des normes de solidarité, alors même que le coût des dépenses sociales ne faisait que croître. Et c'est de cette façon, me semble-t-il, qu'il faut comprendre aussi, par cet effet d'évidement, les formes de délégitimation des instruments de la solidarité, qu'il s'agisse des formes de l'État-providence ou qu'il s'agisse des formes de l'impôt. Pensez qu'un éminent philosophe comme Sloterdijk en Allemagne ait pu écrire dans le Frankfurter Allgemeine il y a quelques mois que les cotisations de sécurité sociale ou les impôts étaient une forme de vol contre ceux qui travaillaient, montre bien à quel point il y a eu un changement des mentalités. Et quels que soient les facteurs historiques, les facteurs politiques, il me semble que la prise en compte, justement, de ces transformations plus sociétales, disons, sont absolument essentielles à considérer pour comprendre les formes de cet effritement. Mais il y a également d'autres formes d'effritement qu'il faut prendre en compte, c'est celle que nous examinerons dans quelques minutes.